Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de la pause cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis avec... Étienne Toutin. Oui, nous sommes un peu désorientés parce que Ouais. il nous manque quelqu'un aujourd'hui. C'est triste. Ouais, On pleure à chaudes larmes. oui, c'est comme, comme beaucoup... C'est The Sadness actuellement. Et du coup, Jonas Besnier n'est pas présent aujourd'hui, pour une fois, parce que pour des raisons personnelles, du coup, il ne peut pas être là. Tu penses qu'il va pas retweeter l'épisode? Je ne suis pas dans celui-là. Du coup, on va commencer avec un film qu'on a vu tous les deux. Oui, The Sadness. The Sadness de Rob Baz. Ouais. Alors, The Sadness. Et là, on a beaucoup de choses à dire. Ouais. C'est... petit synopsis. C'est un film... C'est japonais ou quoi? C'est taïwanais. Oh ouais. Oh la vache. C'est taïwanais, mais c'est fait par un Canadien, donc c'est... C'est Je sais pas comment on dit. Taï- Canado, Taïwan... Taïwanien. Bah, c'est taïwanais, on va dire. Ouais. C'est dans le système de production taïwanais. Bah et puis c'est quand même un film qui pour le coup je vais trouver une esthétique très occidentale, plutôt orientale de toute façon. Donc ok. Et du coup c'est un film à prendre avec des guillemets mais quand même un film de zombies. Ouais, bah, du coup, moi je suis plus pour film d'infecté, parce que faut arrêter de vendre Pour moi, le zombie, c'est vraiment le film de mort-vivant, quoi. Et là, on est vraiment sur des gens infectés et malades. Ouais, du coup c'est un film où on suit un couple qui on ne peut plus normal. Hein. Ouais, et sa femme qui va... Enfin, sa femme. Sa Ouais, copine qui va au travail. Qui va au boulot, et puis le gars, on sait pas trop ce qu'il fait. Je crois qu'il cherche du boulot. Et Ouais, ça a l'air... Il y a beaucoup des mecs qui sont des... Bah, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un branleur dans le film, un peu. Un petit peu, ouais. 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 Bah, et puis, ouais, aussi pas le plus attentionné. Enfin, dès le début du film, en gros, il y a un dialogue en mode. Ils ont prévu de faire des vacances, puis sa copine, elle a une seule semaine dans toute l'année qu'elle peut déposer. Elle a déposé sa semaine, et puis il lui dit: ah oui, mais j'ai un contrat super intéressant et tout, ça va me permettre de travailler. J'ai pas beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc voilà, on part sur une base comme ça dans le couple. Et ce qui se passe, c'est que il y a une petite maladie qui traîne, qui s'appelle le Covid-19. La Covid-19. Non, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Alvin. Le Alvin. virus Alvin. Alvin et les Sigma. Merde, j'avais pas pensé avant. Mais en gros, voilà, il y a une sorte de petit virus, une petite maladie qui traîne, et beaucoup de médecins disent oui, la maladie, elle est pas dangereuse en soi, mais on a peur des mutations, et mutations il y a. Et waouh. Sacrée mutation, quoi. Donc oui, je pense qu'on peut le dire que en gros le virus va transformer les gens en infectés et va les rendre ultra violents. Du coup voilà, ça part en cacahuète vraiment, Ouais. avec cette histoire d'infectés ultra violents. Et moi j'ai du mal à aimer le film. Bah, c'est pas... De toute façon, on avait parlé, c'est pas un film... Déjà, c'est sûr, c'est pas un film aimable. Ouais, Il a pas envie d'être aimable, de toute façon. non, vraiment pas. Et après, moi, c'est vrai que j'ai deux, on va dire, je suis entre deux, j'ai le cul entre deux chaises avec ce film-là, parce qu'il y a des trucs que je trouve très abjects dans le film, des façons de filmer que j'aime pas. Mais par contre, bah, le film passe tout seul, et c'est, en termes de film d'action et d'horreur, et même de film infecté, à part l'épisode de Masters of Horror qui faisait ça un peu, on n'a pas vu de film d'infecté comme ça. Bah ouais, franchement, c'est un film assez unique là-dessus. Mais ouais, moi ce qui m'a dérangé, c'est que c'est un film qui du coup est ultra violent, Ouais. très très gore, sans limite on va dire, hein, plus ou moins. Même C'est si, peut-être bon, justement parce qu'il est dans... C'est peut-être pour ça que... je sais pas si c'est parce que c'est dans le système taïwanais qu'ils ont accepté ça. Enfin, je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est étonnant par contre qu'il a une très bonne distribution, le film. Bah oui, c'est vrai, ouais. Il est dans plein de cinémas et... Mais ouais, non, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais du coup, c'est... Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Un film sans limite. Même si, bon, ouais, du coup, pour certaines scènes, certains moments qui sont vraiment durs, le film se permet quand même de ne pas filmer l'action les plus limites. Mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que je sais pas si le film a un vrai propos derrière, à part vraiment juste choquer. Donc c'est peut-être un film qui est pour le coup un peu choqué pour choquer. C'est justement ça, faudrait qu'on voit des retours, enfin des
des interviews de Rob Jabaz pour voir ce qu'il voulait faire. Est-ce que Ouais. c'est un mec comme à la Tom Six qui faisait Human Centipede juste pour s'éclater et juste pour montrer des trucs dégueulasses, ou est-ce que c'est quelque chose, parce que quand même il y a des beaux trucs dans le film, dans The Sadness il y a une belle ambiance. Ouais, moi, il y a un truc quand même que j'ai bien aimé, que j'ai pas pu t'en parler, c'est que les infectés, ils portent pas de masque, ils ont juste en gros des lentilles, ils sourient et ils ont beaucoup de larmes qui coulent, qui deviennent jaunes. Ouais. Et en fait, ça crée une sorte de plasticité sur leur visage. Ça suinte. Ouais, c'est ça, et c'est très particulier, particulièrement avec les lumières. Ils deviennent presque réfléchissants par rapport aux lumières, ils sont super. Ouais, ils transpirent. des Ouais, trucs c'est comme ça. Mais t'as un plan dans le métro, un moment sur les gens, et t'as le mec le vieux qui emmerde du coup la fiancée du gamin, enfin du gars. Et lui, il a justement, tu vois, qui suit un peu du crâne et tout ça. Et il y a ça, on en avait parlé aussi, c'est justement au début du film, il filme des trucs, de la bouffe de près, Ouais. les friteuses, les petits, Ouais. je sais pas comment dire, mais pas des molécules, tu vois, mais comment dire, des gouttes, des trucs comme ça. Ouais, des choses qui dégoulinent. Voilà, ouais. Et bah ouais, c'est un film qui dégouline. Oui. Ça, on peut le dire, je pense. Mm. Et ça, j'avais bien aimé, ouais, le fait que, pour le coup, dans les visuels des infectés, j'avais trouvé ça intéressant par rapport aux lumières, tout ça. Et le fait qu'en fait, ça les déshumanise, mais naturellement, avec leur maladie. Visuellement, ils sont plus humains, quoi, vraiment. T'as vraiment l'impression de voir des diables, t'as l'impression de voir l'exorciste, quoi. Ouais. Mais ouais, à part ça, je trouve que le film il est dur à regarder, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, après, les moins de 16 avec avertissement, ce qui Ouais. est rare, en vrai. Ouais. Et je sais pas ce qu'il essaie de me dire. Bah, À part, il y a le propos toujours au moins de, clairement, masculinité toxique et tout. Ouais, et puis il y a. Mais presque le fait, parce que c'est son délire en mode... parce qu'il y a des plans, par exemple, qui disent que c'est dans la nature de l'homme d'être comme ça. C'est pas forcément kiffant de se dire ça, c'est assez pessimiste. Ça peut, par certains aspects, on va dire, c'est compréhensible de penser ça. Mais est-ce qu'il faut être d'accord avec ça et cette vision, tu vois Bah, et puis t'as toute l'idée autour de la médecine en mode on vous l'avait dit, qui relie un petit peu avec l'actualité, avec le Covid, Oui. où beaucoup de médecins disaient non mais ça va venir, méfiez-vous vraiment, et puis on les écoutait pas. Et là c'est en gros la même idée. Mais bon, pour moi c'est pas suffisant. Il y a un petit quelque chose de politique quand même dans le film, parce que Un peu, ouais. bah, le message par exemple du président Ouais, qui qui est très tourne à la comédie noire. Donc bon, Donc ouais, c'est pas un film qui est qui est agréable. mais c'est pas non plus le film le plus détestable du monde, je pense. Non. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment l'aimer, c'est possible. Mais c'est un film que j'ai du mal à aimer. C'est Je bah, trouve des qualités, mais quand même. pour quelqu'un qui est fan de cinéma d'horreur, de cinéma de genre, ou même des séries B, des trucs comme ça, c'est clairement... Ouais, c'est bah à oui, regarder, quoi. c'est dans le coche, hein. Mais je sais pas si tu vois. Enfin, moi, il me faut un truc en plus derrière, quoi. Ouais. Parce que souvent, en plus, c'est cinéma de genre, c'est série B, tout ça. Derrière, il y avait un propos qui était caché derrière l'horreur. Et là, moi, je l'ai vraiment pas trouvé. Bah, il est évident, mais justement, est-ce que le mec derrière, Rob Jabaz, le fait en mode c'est un propos, ou est-ce qu'il s'éclate juste à mettre des trucs un peu dégueux? On sait pas. Et c'est comme moi, là, je repense du coup à Audition, Oui, le Mickey. dont on avait pu parler, qui pour le coup, lui, est très perturbant aussi, mais traite beaucoup mieux, je trouve, de ces propos un peu cachés auxquels tu peux réfléchir sur la place de la femme par rapport à l'homme, tout ça, où pour le coup c'est vraiment intéressant. Et tu sais que pour ça d'ailleurs, Mickey il se faisait taxer de misogynie. Mais c'est pas étonnant, Mm. Mais pour moi, ouais, c'est plutôt l'inverse qu'il veut dire, justement. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. Parce que c'est plus subtil dans Audition aussi. Ouais, ben ouais. Et puis bon, voilà. Je trouve que ouais, Audition c'est un meilleur film, mais Bon après, mais c'est pas forcément comparable. Et puis ouais, The Sadness c'est quand même bon, mais bon, voilà. faut pas y aller en étant malade et en Oh épidémie. non, clairement pas, clairement pas. Ah ouais, ça c'est les films d'horreur quand on est malade, c'est dur. Surtout celui-là, quoi. Ouais. On peut parler genre des références aussi. Moi j'en ai vu 3. Je sais pas si tu en as vu une autre toi. Ben je sais pas. Bah il y en a 2 qui me plaisent et il y en a une qui me plaît pas. Ouais. Alors celle qui me plaise, je sais pas si c'en est une, mais il y a un doigt qui va dans un aquarium. J'espère du fond de mon cœur que c'est une ref à Mars Attack. C'est possible. Bah en vrai c'est possible.
Parce que C'est- le seul c'est truc où j'ai carrément vu un possible, doigt ouais. qui va dans un aquarium, Puis il est Mars bien Attack. montré en plus, et puis avant il y a des plans vraiment d'amorce en fusil de Chekhov, vraiment, Ouais. qui montre l'aquarium, il nourrit les poissons, et après paf, il y a son doigt qui tombe dans l'aquarium. Bah ouais. Et il y a le plan de Scanners. Ouais, ça carrément, Mhm. carrément. De Scanners de Cronenberg. Donc ouais, Scanners dont on a parlé dans l'épisode 6, ouais, Hmm. effectivement. Bah là, le plan, là clairement, par contre, c'est une référence complètement assumée, je pense. Oh ouais, là c'est clair, vraiment c'est la même chose, et puis en plus c'est... Enfin, c'est à travers une télévision Oui. qu'on le voit, donc enfin pour moi le lien à Scanners est encore plus là. Mais ouais, et puis du coup la troisième référence, Et la troisième référence, c'est A Serbian Film, qui est bon. voilà. C'est le pire film, enfin le film peut-être le plus horrible du cinéma qui a été fait. Enfin, est-ce qu'on appelle ça du cinéma déjà parce que... Bah après ouais, je pense que si on parle de cinéma, vraiment cinéma, Serbian Film c'est peut-être l'un des pires, c'est sûr. Mais après si on part dans le cinéma moins sympa, il y a encore pire. Mais là c'est du snuff movies quoi. Oui, voilà. Donc bon. Non, le Serbian Voilà, Film, on en est quand même là dans le terme de référence et de où se place le film. Donc c'est pour ça il est dur à aimer, mais il y a peut-être un truc quoi. À voir si justement sa référence à Serbian Film, c'est pour dire allez pas voir cette merde, tu vois, faut mieux regarder ce Sadness. Mm. Ou c'est juste que bah ça m'éclatait ce Serbian Film, donc vas-y je fais une ref. Mais c'est possible. Bah, c'est vraiment possible. Mm. Donc ouais, on sait pas. Vraiment ce film là c'est C'est un mystère. c'est ça. Ouais. C'est un mystère de zombie. De zombie. Et je pense qu'on a fait le tour. hein, Ouais, quelque je chose à pense rajouter. aussi. Non, j'ai rien d'autre, je pense. Mais Ok. du coup, prochain film. Et bah du coup je vais parler d'Ennio, Ouais, parce carrément. que j'ai vu le documentaire de Giuseppe Tornatore sur Ennio Morricone. Alors le synopsis, est-ce qu'il y a un synopsis? C'est un documentaire donc. Ennio Morricone, enfant. Et du coup donc c'est le film documentaire qui retrace la vie de Ennio Morricone, le compositeur adulé pour ses bandes originales de western surtout. Mhm. Mais aussi, ils en parlent pas dans le film et je suis un peu déçu, de The Thing de Carpenter, Ouais. qui est juste incroyable. Et voilà, tout le monde connaît les musiques d'Ennio Morricone. Hein. Tu nous en fais une. Touloulou. C'est tout. Touloulou. Ouais, je sais pas. Wouhou. Oui, mais sinon. Voilà. Enfin bref. Et en vrai, bah en cinéma documentaire, c'est pas ouf. Ah ouais. Bah c'est un docu simple. C'est classique. C'est un classique du chez classique, vraiment. Sauf le début, la scène d'intro. Ça mais- se rapproche plus du coup d'un reportage. Ouais, c'est beaucoup, au final, c'est beaucoup d'extraits de films, c'est beaucoup les extraits de musique, donc c'est normal. Et là, par contre, c'est l'intérêt d'aller le voir, c'est pour avoir les musiques, toutes les Ouais. musiques d'Ennio Morricone. Au cinéma. Au cinéma. Et quand t'entends Le Bon, la Brute et le Truand, la bande originale au cinéma, tu te dis, mais on n'a pas entendu de bande originale pareille, en fait. Donc il tapait autant. Ouais. Et il y a un mec dans le docu d'ailleurs qui dit, c'est le seul film où en sortant du cinéma, je suis allé acheter le CD. Mais ça se comprend, hein. Vraiment le bon, la brute et le truand, je pense qu'on n'a jamais eu une BO aussi parfaite, surtout avec la scène de fin, où vraiment Oui. la BO fait la scène comme la scène fait la BO. Enfin, les deux se rendent légendaires entre elles, et tu peux pas imaginer l'une sans l'autre, c'est parfait quoi. C'est The Ecstasy of Gold. Ouais. D'ailleurs, Tarantino le prononce très bien. Il y a Tarantino qui parle à ce moment-là. Ah Il ouais. fait The Ecstasy of Gold. Juste ça. Et parce que oui, il y a beaucoup d'invités dans Ennio et Mm. c'est abusé. Il y a Oliver Stone, Wong Kar-wai. Tarantino. Il y a Tarantino. Il y a un musicien de, j'ai plus le groupe de métal. Ah, c'est. Moi, je te l'avais dit en plus. Tu m'avais dit c'était Metallica, non? Oui, bah oui, c'est Metallica. Et il y a Giuseppe Tornatore dans son propre docu en plus. Parce que Mhm. Giuseppe Tornatore, il est plus connu pour un autre film, c'est Cinema Paradiso. Ah oui, ça me T'as dit sûrement quelque déjà chose. entendu parler. Ouais. Je l'ai pas vu, mais ça Moi me non dit quelque plus. chose. Mais c'était la bande son de Cinema Paradiso était composée par Ennio Morricone. Donc c'est plus justement un hommage. Au final, c'est pour ça que c'est un geste documentaire simple, mais voilà, j'ai pas envie de le tacler là-dessus. Ouais. Parce que c'est un film sur Ennio fait par un pote à lui, et surtout qu'il est mort entre temps. Mm. C'est plus un hommage à Ennio Morricone et à sa vie, parce que en soi, Ennio Morricone, même, a jamais vraiment eu la reconnaissance qu'il méritait, quoi. Ouais, et puis tu me disais que c'était aussi quelqu'un de Assez... jamais satisfait, quoi. Ouais, bah, il a jamais été satisfait de ses musiques. Ouais, ça m'avait étonné, mais c'est le cas. Bah ouais.
Donc ouais, ça c'est un très bel hommage, je pense, d'avoir fait ça quand même. Même si, bon, peut-être cinématographiquement, pour les documentaires, c'est pas le plus intéressant, mais c'est un bel hommage. Oui, et puis si on veut, genre, en sortant du film, vraiment, on peut se faire une liste de films à voir. Les films des bandes son de Ennio Morricone, c'est incroyable. Ça, c'est chouette. Il a tellement fait de diversité qu'au final, si tu veux un cours sur le cinéma italien, je regarde 2h40 d'Ennio et puis c'est bon, quoi. Du coup, que du beau monde. Que du beau monde là-dedans. Pour présenter Ennio et lui rendre hommage. Il y a Dario Argento, j'ai oublié. Oui, c'est vrai. Mais tu es folle. Tu es folle. Tu es fou, Ennio. Ta musique, elle est parfaite. Il y a Elio Petri. Non, il n'y a pas Elio Petri dans le film, je crois. Bah non, il est mort, Elio Petri. Ouais, mais ils l'ont ressuscité. Et Elio Petri, par contre, il y a un film qu'il faut voir. Et Ennio Morricone avait composé seulement la première musique du film. C'était Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. C'est incroyable. C'est un flic, en gros, un commissaire qui a commis un meurtre. Et le mec, il veut se faire avoir, mais il n'y arrive pas. Ah ouais, ok. Voilà. C'est sympa. Oui. Et bah, c'est tout ce que j'aurais à dire sur Ennio. Il y a beaucoup d'anecdotes dans le film très marrantes. Genre celle de Palma, par exemple. C'est pour en gros, pour les Incorruptibles, il a envoyé 9 démos. Ah oui. Et il a dit, choisis pas la numéro 6 parce que c'est celle que j'aime le moins. Et De Palma, évidemment, il choisit la numéro 6. Évidemment, ouais. Et à chaque fois, mais il a justement plusieurs fois dans le docu, il a dit, genre cette musique-là, j'aurais pas pris celle-là. Et en fait, à chaque fois, il dit ça. Mais c'est à se demander, même si... pour le coup, il est honnête dans le docu, mais je pense que De Palma, peut-être de son point de vue, il s'est dit, ouais, il m'a dit, choisis pas la numéro 6 parce que c'est celle qu'il préfère, en fait. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc où moi, je pense que peu importe la musique, je pense qu'Ennio était jamais satisfait. Ouais, c'est possible. Mais pour moi, c'est dommage qu'ils ont éclipsé son travail sur The Thing, parce que là, ça changeait complètement. Oui, c'est clair. Ouais, Et autre chose qu'ils ont éclipsé aussi, c'est Tarantino a réussi à le convaincre de faire la bande originale des 8 salopards. Ouais, ouais. Et ils ont pas dit comment. Ça me saoule parce que du coup, il y a Ennio qui fait « Il m'a convaincu ». Et bah ouais, mais comment? J'aurais aimé le savoir, ça par contre. Ouais, j'avoue, je sais pas. Parce que Tarantino, je pense qu'il peut convaincre avec sa cinéphilie. Oui, bah oui. Mais est-ce que ça marche avec Ennio Morricone ou est-ce qu'il avait un truc en plus, quoi? Enfin, je sais pas. Et la bande originale, de toute façon, des 8 salopards est incroyable. Ouais. Ah ouais. Et il a eu son Oscar pour ça, d'ailleurs. Oui. Alors qu'il aurait dû l'avoir pour C'est une fois d'Amérique, mais bon. Il aurait dû l'avoir... Il aurait dû l'avoir tout le temps. À chaque musique qu'il fait, en fait, c'est un Oscar. Mais bon, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur Ennio, documentaire de Giuseppe Tornatore. Mais du coup, prochain film, je pense. Oui. Ça va vite. Ah bah, il manque une personne, hein. Ouais. Ça papote moins. Ça papote moins. Mais prochain film qui est un film du studio qu'on aime beaucoup. Le studio A24 ou 8 Waiting For. Qui est film de... Kogonada. Merci. Qui est After Yang. Purée, c'est trop bien. Oui. Et on va faire un petit synopsis. Alors, After Yang, ça suit donc une famille, mais surtout le père de la famille. Famille américaine. Dans un futur. On n'a pas la date d'ailleurs. Ouais, et puis c'est un futur assez intéressant parce que c'est pas un... C'est comment... forcément, j'ai plus les noms, mais enfin, c'est pas cyberpunk, c'est pas tout ça. Non, c'est vraiment une esthétique assez propre, qui est beaucoup sur la nature, sur les plantes, sur une belle architecture. Ça fait penser beaucoup à Westworld, d'ailleurs. T'avais pas vu, toi, la série, mais... Non, pas encore. Bah, dans la série, dis-toi qu'il y a des voitures aussi qui se conduisent toutes seules et où t'as les 4 places comme ça. Ouais, donc, ok. Ça m'a fait penser à ça, moi. Ah, bah, ça se tient. Mais du coup, voilà, ça, c'est un truc qui m'a fait plaisir, c'est que pour le coup, c'est un futur propre, c'est un futur qui est beau, qui donne envie. Ce qui est rare, hein. Dans les films de SF, il faut le dire, et même dans la SF en général, de la SF qui donne envie, c'est quand même assez rare. Et du coup, on suit ce père et cette famille, parce que dans leur famille, ils ont un androïde qu'ils ont pris pour leur fille adoptée, parce que leur fille a des origines chinoises. Et ils ont pris donc ce qu'ils appellent un androïde culturel, je crois, un truc dans le genre, pour justement lui apprendre le chinois, lui donner des anecdotes sur la Chine et lui donner une passerelle vers ses origines, vers sa culture. Et l'androïde tombe en panne. Et donc là, se suit toute une aventure où ils vont essayer de le réparer. Et je pense que c'est pas un spoil de dire qu'au final, ils arrivent dans sa mémoire. Parce qu'il me semble que c'est dans la bande-annonce. Non, bah de toute façon,
Je vois Ouais. comment on peut spoiler vraiment Bah, After Young. en gros, ils accèdent à une sorte de petit cube, de petite clé USB concrètement, qui permet d'accéder à la mémoire qu'enregistrait l'Android. Et il a enregistré quelque chose comme quelques secondes par jour. Et c'est magnifique. Oui. Magnifique comme film. Bah ça va dans la veine des trucs, enfin dans la tendance à 24 à vouloir parler, à vouloir faire des films sur la vie, tu vois. Vraiment, bah là c'est film sur les souvenirs, sur la vie, Sur la famille, la famille. sur les origines, la culture. Parce qu'en plus, c'est un couple. Comment on dit? Zut, il y a un mot, je sais, pour les couples qui sont pas de la même ethnie. Bah, c'est un couple qui est pas de la même ethnie. En gros, le mec est caucasien, quoi. Oui. Et la meuf a des origines africaines. Hmm. Et du coup, la petite adoptée a des origines chinoises, asiatiques. Donc ouais, ça c'est clairement un gros sujet du film, sur les origines, qu'est-ce que ça La veut mixité dire. des cultures. Ouais, et puis l'adoption aussi. Oui. Je trouve qu'il y a un speech de l'Android autour de l'adoption qui est magnifique, avec l'idée des boutures. Mais ouais, c'est un film magnifique qui est super charmant et qu'il faut aller voir. Il faut s'empresser d'aller le voir. Et surtout ça, il y a un truc qu'on n'en a pas beaucoup parlé en sortant du film, mais le générique. Il te met tellement dedans, je trouve. Ah, le générique. La danse. Oh oui. Oh purée, comment j'ai pu oublier ça. La danse de la famille, incroyable. C'était super inattendu, vraiment. Ouais, et Et ça, c'est magnifique. c'est quelque chose qui te met directement dans le film. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Mm. C'est... Ouais, bah, le film est trop bien. Ouais. Il faut aller le voir. Non, et puis on en a pas parlé aussi, les changements de format dans le film. Oui, Le format le plus élargi, au final, ça reste dans les souvenirs de Young. oui, c'est vrai. Parce que les autres, en gros, la vie de Colin Farrell, tout ça, là, enfin de sa famille, c'est un cadre dans le cadre. Mm. Il y a des bandes noires à droite à gauche Mhm. et en haut en bas. Et les visios sont en 1-1 ou en Oui. 1-30, un truc comme ça. Enfin, Ouais. c'est pas un carré parfait le truc. Oui, c'est vrai que j'avais remarqué pendant les... Mais c'est quand d'ailleurs ils ont un truc dans l'œil. Ah bon? Bah ouais, parce qu'ils ont pas de téléphone dans le film. Ouais. Leur téléphone, en gros, il est dans. Enfin, c'est une puce qui se doit avoir dans l'œil. Et c'est pour ça qu'à un moment, les chants contre chants, tu vois, enfin, c'est des carrés. C'est en fait, ils sont en conversation téléphonique. Ouais. Et à un moment, il fait sa femme l'appelle. Et il a pas de téléphone, le mec. C'est parce qu'elle l'appelle. Ah ouais. Et il quitte la pièce. Et ensuite, il y a la conversation en 1-1. Ouais, ok. Ah, Donc, mais pour moi, le j'avais truc. pas capté. Bah, justement, je mais me suis c'est dit bien ça à la possible. fin. Je pense que le truc est dans l'œil, ils ont un machin, enfin, c'est une technologie qu'ils ont développée dans l'œil. Quoi. Ouais, mais carrément, moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi en termes technologiques, c'est comment ils font pour regarder les vidéos, les films, tout ça. Ils ont des lunettes qui, quand ils les mettent et que la vidéo se joue, les verres deviennent rouges, pourpres. Et il y a un moment où ça fait une transition, où il y a la petite fille qui dit papa, papa. Ouais. Puis il enlève les lunettes, et puis oh bah tu regardais un film. J'ai trouvé ça trop bien. Et il y a tous les trucs de mise en scène possibles là-dedans. Vraiment. Ouais. Même, Ah ouais, vraiment, c'est très très complet. Mm. Et puis ce qui est bien, c'est que pour une fois, c'est pas de la mise en scène, enfin, de la mise en scène pour de la mise en scène. Bah, c'est pas juste beau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un kiff d'un réalisateur qui était un. Je vais mettre ma caméra à l'envers parce que Ouais. c'est beau. Non, mais il y a un vrai truc derrière, hein, des fois, même quand c'est un intérêt, tu vois. Mais là, vraiment, tout ce qui est dans la mise en scène est pas. Ça distrait pas du film. Mm. Moi, je me suis jamais posé un moment en mode. Enfin, à chaque fois, je me disais c'est magnifique, mais à aucun moment je me suis dit ah oui, là, il fait ça de mise en scène, c'est intéressant parce que c'est le propos du film. Non, c'est tout. Ça coule de source, quoi. C'est une évidence. Ouais. C'est vraiment un film parfait là-dessus. Bah, j'ai aucun défaut à After Young. Malgré, bizarrement, visiblement, les cahiers du cinéma ont des gros défauts à After Young. Mais ouais, mais Je c'est serais pour ça curieux que ça de m'a dire, étonné. Parce que, ouais, beaucoup de gens bâchent le film. Et c'est pour moi incompréhensible. Mais bon. Parce que j'ai pas vu, je pense, de film plus parfait cette année. J'ai Je suis d'accord. rien à redire sur le film vraiment en négatif, quoi. C'est un film magnifique, qui a un super propos et Qui est feel good. Ouais. Et puis enfin je crois que tu disais que c'était il y avait une vibe un peu à la Ghost Story mais en SF. Ouais, bah en soi, Ghost Story part un peu dans la SF à un moment, mais Oui, c'est vrai. c'est un Ghost Story Android. Mais c'est ça, ouais. Et Mm. puis bah c'est magnifique comme histoire. Oui. C'est super bien raconté. Voilà quoi. Donc il faut absolument voir After Young qui passe dans tous les cinémas. Ouais. Pas tous, mais Bon presque.
Ouais, bah il a pas l'air si mal distribué que ça en vrai, donc... Ça va, on a eu bien pire de chez A24 en Ouais, termes de ouais. distribution. Bah oui. Donc là, faut en profiter. Un si beau film qui sort dans salle, faut aller le voir. Et puis si on peut pas aller le voir en salle, il faut aller le voir quand même. Il y a d'autres façons. Il y a Mais bon, préférez toujours la salle, Oui, mais voyez ce film. vaut mieux aller voir un After Young que un... Je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Un mignon, La un mignon traversée. 2, un Buzz l'éclair. Ouais, Buzz l'éclair. Et à quoi d'autre tu as beaucoup de films en fait. Black Phone. Black Phone. Ah, Black Phone. Une belle histoire d'amitié. Allez voir On peut After lui Young plutôt que The Sadness par exemple. Si vous hésitez Oui, entre bah, les deux après le podcast. Bah après, de toute façon, The Sadness, il va se fermer à un public. Genre, Oui, déjà, le ça public c'est qui est sûr. pas fan d'horreur. C'est sûr, c'est sûr. Non, After Young, par contre, pour le coup, il s'ouvre à tout le monde, je pense. Je suis d'accord, ouais. Puis encore une fois, ouais, ça fait plaisir de voir un film de SF, une histoire de SF, qui est pas post-apo. Qui est pas pessimiste. Ouais. Mm. Même si, pour le coup, on en avait parlé, il y a un vrai lien, je trouve, avec, et tu le trouvais aussi, avec Blade Runner, avec l'histoire des androïdes et tout ça. Il y a certaines ambiances, même dans la voiture, ça me fait beaucoup penser aux scènes de... Bah, la scène où il va chez le marchand de poissons, là, enfin, c'est, on dirait des scènes dans Blade Runner où justement il se balade près des stands et tout ça, c'est des trucs à la cyberpunk, quoi. Ouais, mais même dans l'architecture, Ouais. je pense particulièrement à son magasin de thé, qui fait penser clairement à un bâtiment dans Blade Runner, quoi. Mais tu vois, par exemple, en comparaison avec Blade Runner, donc à part ces petits liens comme ça, vraiment, c'est pas un monde aussi pessimiste que Blade Runner où Non. tu te dis purée, ok, c'est magnifique, mais y vivre dedans, ça donne pas envie quoi. dans Blade Runner, clairement. Vraiment pas. Non, là, ça donne envie. Et même, pour dire... parce que il y a un truc dans l'esthétique du film qui ressort beaucoup, c'est les plantes, la végétation, tout ça. Et on avait été surpris de voir au générique qu'il y avait un directeur de la botanique, Oui. un truc dans le genre. Ça, c'est incroyable. Mais d'un côté, quand tu vois le film, tu te dis, bah oui, ouais, Bah, vraiment. il en fallait un. Oui, mais vraiment, et c'est rare, et ça fait plaisir. Franchement, d'avoir un film qui est aussi beau, ça donne envie, quoi. Bah, il y a. Bah, ça nous permet d'embrayer sur un autre sujet du film aussi, enfin un autre truc. C'est que Kogonada, tu vois qu'il a foutu sa culture vraiment dedans. Tu vois que c'est un film très perso parce qu'il y a ce côté végétation, il y a le thé, et je sais pas de quelle origine il est, Kogonada, vu son nom. Pas non plus. Bah, je pense. Asiatique, a priori. Voilà. Et ouais, tu vois que c'est. Tu vois que c'est totalement un film dans sa culture, quoi. Et que c'est pas que c'est une œuvre personnelle, quoi. Oui, complètement. Complètement. Mais il se ferme pas, justement, il est pas en mode ah bah je vais faire un film sur ma culture. Et puis je pense en parallèle d'un autre film à 24 en plus, on peut faire le parallèle avec un peu The Farewell. Oui. Qui est du coup c'est une famille chinoise, enfin une fille d'origine chinoise qui vit aux États-Unis et qui retourne en Chine parce que sa grand-mère va décéder. Et le parallèle se tient avec la question des origines par rapport aux États-Unis, Chine, et puis aussi le deuil. Donc ouais, encore un beau film de chat 24. Oui. Et en attendant le prochain qui sort, c'est Everything Everywhere All At Once. Oh là 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 là. Une belle année pour A24. Ouais, très très belle année. On espère que la prochaine sera encore mieux. Oui, bah de toute façon chaque année ils produisent de plus en plus. Il y a Marcel The Shell aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si lui va sortir par contre, mais... Et puis ouais, aussi petit truc assez intéressant, assez marrant, vu qu'on avait en plus parlé d'Hérédité à un moment dans le podcast. Oui, un remerciement pour Ari Aster dans le film. À la fin, ouais, on voit dans les remerciements spéciaux qu'il remercie Ari Aster, donc on sait pas pourquoi. Je pense, en vrai j'ai ma petite théorie dessus. Ah, toi aussi? Ouais, c'est que je pense qu'Ari Aster il fricote beaucoup avec A24. Ouais. Et il y a moyen qu'il ait aidé Kogonada pour à intégrer le studio. Je pensais à la même chose, ouais. Exactement. Parce que ça fait, Ari Aster il a fait 3 films techniquement, dont un qui est pas encore sorti, et les 3 sont chez A24. Donc A24 visiblement ils veulent le garder, et t'as l'impression que justement A24 ils veulent garder certains réels avec eux. Mais oui, complètement. Et puis je pense que c'est même très possible je pense aussi aux Daniels. Les Daniels, c'était, je sais pas si Swiss Army Man c'est leur premier film. Je crois en vrai. C'est possible. Déjà ils ont fait Swiss Army Man. Il y a The Story of Dick Long qui est. Ah oui, c'était à 24 aussi. Oui, c'est aussi à 24. Ah, c'est eux qui l'ont fait. Je crois que c'est pas les deux, c'est l'un des deux. Ouais. Mais c'est aussi à 24. Et Everything Everywhere All At Once.
Donc, ouais, c'est comme ça, ils ont leurs petites pépites. Bah t'as même Claire Denis qui a fait... comment il s'appelle le... High Life, avec Robert Pattinson. Ah oui, oui. Et oui. qui fait Stars at Noon, je crois. Mhm. Qui est aussi chez A24, je crois. Donc, qui passe à Cannes. Et puis, bah, il y a Robert Eggers qui est parti lui, par pour contre, faire The Ouais, Northman, parce que- mais bon, il va revenir. En vrai, on en sait Bah, rien. en Mais- vrai, s'il fait plus de gros budget, de toute façon, chez A24, le truc c'est qu'ils font pas de gros budget. Pas encore, en tout cas, pour Bah, l'instant. et puis, enfin, il fait tellement partie de cette vague esthétique à 24 que, enfin, je pense qu'il est destiné à au moins revenir pour un film peut-être dans le futur. Puis en plus, il est super pote avec Ari Aster, ce Oui. qui se comprend. mais voilà. Je pense que même il y a beaucoup de réels qui vont se diriger vers A24. Hein, Ah bah ça donne envie, hein. Bah, tu m'étonnes. Ça donne envie quand même. Ils ont l'air, à part bon, le délire qu'il y a sur Disappointment Boulevard où ils demandent un film de 2h30. Ouais bah après d'un côté ça se comprend, C'est mais... vraiment pour la sortie en salle, quoi. Bah, et puis en plus c'est le nouveau Ari Aster, c'est pas non plus un nouveau réal qui vient d'arriver où ils se disent bon on peut lui donner du budget et puis il fait son truc, on va voir. Non, Ari Aster il y a quand même une attente je pense. Après Hérédité, après Midsommar, ils se disent bon va quand même y avoir du monde, s'il sort un film de 4 heures, même des fans d'Ari Aster ils vont peut-être pas aller le voir en salle. Je pense qu'il y a un délire comme ça. Si c'était peut-être un nouveau réal qui sortait de nulle part ou que c'était vraiment peut-être très justifié, je sais pas, ils auraient peut-être été moins chiants. Bah, je suis pas sûr en vrai, parce que je pense pas que A24 juste ils veulent plus de 2h30. Parce que tous leurs films font pas sont en dessous. Même C'est possible. Everything Everywhere All At Once, je crois qu'il fait 2h10, 2h20. Et tu vois, il excède pas cette barre là, quoi. Bah ça se tient, c'est possible aussi que ils aient des chartes, c'est comme ça qu'on dit, Une charte, ouais. de longueur, de certains trucs quand même, même s'ils sont très libérateurs Bah, dans le cinéma. ou quand très même. casse-couille pour avoir une patte comme ça. Ouais, c'est vrai. c'est possible, c'est aussi possible que... Mais après, je pense qu'ils font aussi peut-être une bonne sélection au niveau des réalisateurs. Ouais. Bah, ils sélectionnent bien leur projet, quoi. Enfin, je pense que bon, pour le coup, après avoir vu le Pacte des Loups, je pense que tu vois, le Pacte des Loups, il aurait pas été produit par un 24, quoi. Non. Il lui aurait dit non, c'est trop barré pour le coup. C'est ce qui est assez dingue, hein, mais c'est vrai. Parce que ça Rayman. Oui, mais je veux dire, trop barré aussi dans la réal et l'esthétique. Ouais, oui, ouais. C'est vraiment un film qui est à part, le Pacte des Loups. C'est mi-asiatique, mi-français, mi-américain. Ah, Everything Everywhere All At Once. Ok, non, bah à ce moment-là, je retiens ça. C'est vrai que. Mais ouais, après, j'en sais rien, parce que vraiment, pour le coup, on dit souvent qu'il y a une esthétique à 24, et je trouve que c'est assez vrai. Oui. Mais je sais pas. Je sais pas jusqu'à où ça va. Moi j'attends surtout le film que j'attends le plus de chez A24. Bon, il y a Everything Everywhere All At Once. Mais il y a surtout, j'attends depuis 3 ans, c'est La Baleine de Darren Aronofsky. Baleine. Ouais, c'est le truc avec Greg Fraser en gros, qui Oh fait 600 oui. kilos là et puis qui se bouffe chez lui. Oui, oui, oui. Oh là là. Et j'attends énormément ce film. Et Disappointment Boulevard. Ouais, évidemment. Mais qui, bon, visiblement il sortira pas cette année. Hein. Malheureusement, ouais. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, en espérant aussi que le petit avatar de Cameron débloquera peut-être une avancée vers un cinéma en plus long. Ouais, en vrai oui, c'est possible. Parce que ouais, bon, ça, les Parce que, durées des films, C'est vrai que c'est de un sacré- l'actu, ouais, il a annoncé ça il y a pas longtemps en plus, C'est il va vrai, faire ouais. 3 heures. Après les gens vont voir les Marvel de 3 heures. Bah, c'est pour ça. Enfin, bon, un moment quand même. Ouais. Peut-être que si t'as une vraie proposition, tu peux te permettre de demander 1 heure de plus. Après, du Après- 3D 48 images secondes pendant 3 heures, ça va. Mais et Ça puis va changer, il y a toujours quand même même l'agacement du côté cinéphile de gens qui vont beaucoup au cinéma de voir que bah, un des films qu'ils vont voir il dure super longtemps et t'as toujours quand t'as un film d'1h30 tu vas dire ah purée enfin un film qui dure pas 3 heures quoi où je vais pouvoir l'apprécier pendant 1h30 et puis des fois ça suffit quoi. Bon, à une époque, il faisait 4 heures les films. Oui bah évidemment. Ou 8 si on tu peut remontes aller le loin temps comme encore ça plus. voilà. Mais oui du coup allez voir After Young. Mais du coup, avant la petite thématique, il y a... Les actus. Des petites actus dans Rennes. Eh bien, au Gaumont, nous retrouvons toujours Top Gun et Jurassic World. Mhm. L'un des deux vaut mieux que l'autre. Oui, bah Je pense. non, je pense que c'est même sûr. Quand tu vois la qualité du blockbuster Top Gun, tu te dis que bon, il pourrait faire mieux. Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, qui Mhm. étonnamment est toujours. C'est incroyable. Ouais, c'est mais vrai. C'est mais vrai.
Entre la vie et la mort, irréductible à traverser, et la chance sourit à Madame Nikuko repasse au Gaumont. Et je l'ai vu du coup récemment, et c'est trop bien. Donc, il faut le voir. Film d'animation du coup. Ouais, feel good à la Totoro, et Mhm. qui fait référence à Totoro d'ailleurs. Et toujours Arthur Malédiction, Ouais, bon bah. ouais, on ne commentera pas. Et par contre, Decision to Live et Elvis. Oui, bah il y a quand même des bons films, hein, Ouais. des très bons films même qui passent encore. Mhm. Et à l'Arvor, on retrouvera toujours La chance sourit à Madame Nikuko, Incroyable mais vrai, El Buen Patron, Elvis, et de Restauration 4K, dont on a déjà parlé, de Wong Kar-wai, Oui, c'est vrai. Nos années sauvages, et A Steers Go By. Qui donne très envie, hein. Mhm. Franchement, Ouais, faut que j'aille voir A Steers Go By. ouais, bah Je pareil. pense, je vais essayer d'y aller demain, à 18h. Ok, bah carrément. Bah voilà, on se redit demain. Ouais. Si vous Venez voulez, on se aussi. redit. Mais non, parce que le podcast sort à On se 18h. Ah oui, c'est vrai. Ah merde. Bah venez quand même. Venez quand même. Venez en retard. J'espère que vous êtes venus. Si vous n'êtes pas venus, attention. Au TNB, on retrouvera toujours la maman et la putain, I'm Your Man, Les goûts et les couleurs, Decision to Live, encore, qui est encore là, je sais pas combien ça fait de semaines. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et Et tant mieux. 2 films de Pasolini qui repassent. Ah ouais. Mama Roma et Akatone. Ok. Voilà. Et c'est fini pour les actus. Ouais, ouais. Ah non, un petit RIP quand même, parce qu'il Ah y a ouais, beaucoup ouais, de ouais. gens qui sont morts, à commencer par le premier ministre japonais. Bon, c'est pas en lien avec le cinéma, mais voilà. Tué par Hideo Kojima. Hein. Les gens, j'espère que les gens auront à la rêve. Et tu sais que c'est en Grèce que c'est passé dans l'actu. Ah bon. C'est passé à la télé en Grèce. Et avec la photo d'idée. Oui. Incroyable. Voilà. Là pour petite anecdote du coup. Entre pour, deux jeux vidéo Kojima. ouais. Petite anecdote quand même pour parce que c'est très marrant. Donc le premier ministre japonais donc est mort assassiné et par un mec qui C'est pas s'appelle ça qui est Hideo. drôle. Et là en Grèce donc ils ont passé un reportage donc des images du suspect et ils ont passé des images de Hideo Kojima le fantastique Le créateur. game designer légendaire du Japon, Voilà. qui du coup n'a rien à voir avec l'assassinat, si ce n'est qu'il a un nom similaire, parce que ça s'écrit même pas pareil. Voilà. C'est le idéo de l'assassin, c'est avec un Y, idéo c'est avec un I. Et il y a Damien Rieu, du coup, le mec du FN, qui a sorti sur Twitter ah, le communiste. D'ailleurs, je sais même pas où il a trouvé les images d'Hideo Kojima avec. Je sais pas, mais c'est très drôle. Il y avait une image d'Hideo Kojima avec un chapeau russe à sa peau soviétique. Une blague. C'est sûr, c'est lui. Et non, par contre, du coup, deux morts assez tristes. C'est James Caan en premier, donc qu'on avait vu évidemment dans Le Parrain. Et le deuxième, c'est Tony Sirico. Je crois que c'est Tony. Hein. Oui, Oui, c'est ça. C'est Tony Sirico, donc très connu pour Les Sopranos, mais qui a aussi joué dans Les Affranchis. Donc bon. Deux grands gangsters du cinéma. Ouais, bah le prochain, on se demande. Oh là là. De Niro, Al Pacino dans une semaine. Aïe aïe aïe. En vrai, ouais. On n'espère pas. On espère pas. Et RIP, du coup, Boris Johnson. Qui n'est pas mort, mais qui a démissionné. Ah. Oh, tu m'as surpris. Mais bon, c'est pas, on s'en fout. Et du coup, nous allons passer à la thématique. Ouais, carrément. Et quelle est la thématique aujourd'hui, Étienne? C'est controverse. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est moi qui l'ai choisi, c'est toi qui aurais dû me poser Ouais, la question. bah ouais, c'est pour ça m'a surpris. Puis en plus, tout à l'heure, je me suis trompé sur la thématique, donc... merde, j'ai Oui, pris bon, le soit truc. polémique et controverse. Mais du coup, Andy, quelle est la thématique cette semaine? Eh bien, c'est polémique. Oh, c'est controverse que tu fais. Controversé, même. Et non, du coup, pour cette thématique de controverse, beaucoup de films ont été controversés à leur sortie, mais évidemment, on en a pris un qui est un classique, Ouais. et qui est... on prend vraiment des vieux films. Enfin, des vieux films. Ouais. Si c'est vieux... Enfin, je considère pas ça comme très vieux. Orange Mécanique de Stanley Kubrick, sorti en 71. Oui, ouais, j'ai bugué dans ma tête, mais oui, c'est ça. Oui, non, c'est bon. C'est bien ça, c'est bien ça. Et pourquoi j'ai choisi Orange Mécanique? Mais pourquoi t'as choisi Orange Mécanique? Et ben j'ai choisi Orange Mécanique parce que il a été très controversé à sa sortie. Ouais. Parce que pourquoi? Bon, le synopsis d'Orange Mécanique, je vais le faire vite fait. Ouais, vas-y. Donc on va suivre la petite vie dans une bourgade anglaise. C'est à Londres, non? Je sais plus. C'est à Londres. Bah c'est un Londres. Oui, c'est un Londres... C'est quartier assez. Bah, c'est un peu SF en vrai, parce que... Ouais, c'est dans un. Bah, de toute façon, c'est dans un petit futur. Mais... Kubrick avait choisi justement des bâtiments avec une architecture assez Ouais. spéciale.
Mais oui, du coup. Voilà, on va dire dans le Londres des années 70 plus. Ouais, c'est dans une sorte de futur un peu proche, par rapport aux années 60. Un futur un peu crade d'ailleurs. Ouais, carrément. Et du coup, on suit le petit Alex Delarge, qui est un adolescent. Oh, je déteste ce mot. Un adolescent. C'est le mélange entre adolescent et adulte. C'est ce Waouh. qu'ils disent les adultes pour dire que t'es encore ado, mais que t'as 18 ans. Mais non, en vrai, c'est un ado dans le film. C'est un ado, ouais, parce qu'il a Parce son que- prof là. Et puis il est jeune par rapport à ce qu'on... Ça m'avait Ouais. surpris d'ailleurs, parce que il me semble qu'il a quelque chose comme 16 ans dans le film. Vraiment, visuellement, il a pas 16 ans, quoi. Bah, c'est. Nous, on avait plus de 18 ans. Bah, même plus de 20 ans. Mm. Et du coup, Alex Delarge est un petit connard qui traîne avec sa bande. Ouais, sa bande de loupards. Voilà, et qui s'éclate comme il faut. Mais Alex Delarge va se faire un peu pincer et va subir un Ouais. petit traitement. Mais du coup, ouais, qui va suivre un traitement, c'est le... Alors, du coup, de mémoire, parce que je suis pas non plus sûr à 100%, mais c'est le traitement Ludovico, où on va, en fait, lui faire voir beaucoup d'images violentes. Parce qu'il y a tout le propos, en fait, autour du film, avec, je crois que c'est l'ultra-violence. Bah c'est oui c'était ça du coup le truc. C'est le bon angle, on va dire moi l'angle d'approche que je préfère, c'est pourquoi il a été aussi controversé, c'est parce que le cinéma à partir des années 60, tu commençais à quitter le code Hays, donc qui censurait les œuvres. Et dès qu'il n'y a plus de censure dans les œuvres, là les réalisateurs ils ont commencé à foutre un peu ce qu'ils voulaient dedans. Ouais. Et c'est l'époque où on a eu Chien de paille de Peckinpah, Délivrance de Boorman ou Massacre à la tronçonneuse. Je confonds toujours, j'allais dire Tom Hopper, mais c'est Toby Hooper. Mhm. Et je sais pas, est-ce qu'il y en a un autre? Orange Mécanique. Orange Mécanique, mais je crois qu'il y en a un cinquième qu'on pourrait dire, la colline à des yeux, des trucs comme ça quoi. Ouais, carrément. Et c'est même que c'est les collines des yeux, il arrive après. Mais ouais, c'est cette époque où tu vois qu'il y a aussi un truc, peut-être une sorte de... Je sais pas comment on dit, un exutoire de la part des réalisateurs, enfin, qui veulent Bah, un peu se défouler. Il y a une libération de la parole, en fait, dessus, je trouve. Avant, ils avaient pas le droit du tout de montrer des choses aussi violentes au cinéma. Même des choses violentes au cinéma. Enfin, la violence s'arrêtait très vite, en fait. Et là, on arrête de les embêter là-dessus, et du coup, ils en profitent. Et oui. Et ils avaient des choses à dire. Des choses à montrer. Donc taper avec un pénis en porcelaine. Ah oui. Donc ouais, il va se... Bah ouais, je pense qu'on a terminé le synopsis. Pour le là-dessus. synopsis, on va pas en dire plus. Ouais, carrément. Orange Mécanique, moi je dirais que c'est vraiment... Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué dans Orange Mécanique? J'allais dire que c'est, pour moi, c'est un film qui tourne autour du personnage d'Alex. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant. C'est qu'en fait, c'est une étude du personnage plus que une valorisation du personnage. C'est vraiment super intéressant là-dessus parce que c'est plus qu'un anti-héros, c'est vraiment un vilain. Et on va le suivre donc avant sa procédure où tu le vois avec ce plan iconique au tout début où ils sont dans leur bar là, super bizarre. En train de boire du lait. Ouais, non mais c'est pas n'importe quel lait parce qu'en fait dedans il y a de la drogue. C'est ça le truc que j'avais pas capté moi au début. Mais en fait je sais plus comment ils l'appellent parce qu'en plus dans le Orange Mécanique de base, dans le bouquin que j'ai en version anglaise mais qui est illisible parce qu'en fait dedans ils te mettent énormément de... Enfin ils ont créé tout un argot avec des mélanges de mots anglais qui du coup n'ont plus le même sens. Genre je crois qu'il y a horror show, donc film d'horreur en gros, qui veut dire, enfin show d'horreur, qui en fait veut dire que c'est ultra cool, tu vois. Et du coup il y a aucun moment où il t'explique l'argot. Dans le livre c'est vraiment juste écrit comme ça et tu dois comprendre. Et t'as un mélange de russe et d'anglais, et c'est très bizarre. Mais c'est dans la VO du film? Dans le film aussi, ouais, si, ils utilisent... Ouais, parce que moi j'ai toujours regardé en VF Orange Mécanique, et je sais que, comme tous les VF de Stanley Kubrick, c'est soit les gens ils détestent, soit les gens ils adorent. Et dans la VF, t'as des vieilles expressions, des expressions à la con. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est aussi, je crois, sa bande de potes détestables. Ils s'appellent les Croonies, un truc dans le genre. Je sais plus. C'est ce qui me vient en tête, mais je sais plus exactement. Malheureusement. Mais ouais, t'as tout ce propos sur ce personnage, et puis du coup le lait qu'ils boivent au tout début alors qu'ils sont mineurs, ils sont dans une sorte de bar ultra érotique, ultra sexualisé, avec toujours une symétrie parfaite parce que c'est Kubrick. Ouais. et ils boivent du lait là comme ça,
vraiment au bout des lèvres, et le truc il est drogué dedans. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, t'as ce personnage que tu suis, de sa violence, mais aussi son amour. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant. C'est Beethoven. Oui. C'est Ludwig van. Et il adore écouter Beethoven. Et quand il se fait prendre, et que... Bon, c'est un petit spoiler, mais je trouve ça super intéressant. Puis en plus, ça pour le coup, c'est un gros spoiler, mais tu pourras peut-être couper, donc je fais une pause. C'est ce qui va causer sa perte, en plus. Son amour pour Beethoven, au final, enfin plus ou moins. Pendant le traitement Ludovico, en fait, pendant qu'il lui montre des images de violence, ils lui mettent en même temps une musique de Beethoven, et c'est ça en fait ça m'avait marqué, c'est que le traitement en lui-même, il est horrible, on lui garde les yeux ouverts à regarder des images de violence pour associer ça avec en fait, c'est un comportement pavlovien, quoi. C'est concrètement, ça te fait du mal de voir de la violence et de faire de la violence, du coup t'en feras plus. Mais c'est pas ça qui lui fait le plus de mal, c'est le fait qu'on associe cette douleur à Beethoven. Et ça, j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça trop bien, que ce qui fait le plus de mal au personnage, c'est de perdre cet amour en fait pour Beethoven, parce que maintenant c'est associé à quelque chose qu'il ne peut pas. Et c'est surtout c'est assez marrant dans la filmo de Kubrick, il prend énormément des musiciens classiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça permet un petit truc, une petite transition, un petit pont. Oui. Puisque la personne qui devait composer les musiques d'Orange Mécanique, c'était Ennio Morricone. Et petite anecdote, du coup, Kubrick a appelé Sergio Leone pour demander est-ce que Ennio est disponible. Et Sergio Leone a dit non, il travaille. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas vrai du tout, c'est juste qu'il voulait garder son petit protégé. Voilà, et du coup, je me dis, sachant que Ennio Morricone, en général, il prend des thèmes classiques pour les réadapter. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec Orange Mécanique et Beethoven, quoi. Et la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, dans le script et dans le scénario, ils auraient retiré Beethoven et ils auraient mis Ennio Morricone. Non, c'est la musique d'Ennio. Moi, je pense qu'ils auraient laissé le Beethoven, mais ils auraient fait des reprises avec Ennio de Beethoven. C'est possible, c'est possible. Mais au moins pour les autres musiques, c'est sûr, ouais. Mais j'ai souvenir aussi vraiment d'une ambiance, que ce soit avec la caméra, les plans, tout ça, mais aussi la musique. Une ambiance qui est très pesante et très très étrange dans Orange Mécanique. Pour le coup, il y a une esthétisation, surtout dans la première partie, avant le traitement, il y a une esthétisation voulue de la violence. Et c'est aussi ça qui a créé la controverse et les polémiques autour du film. C'est que à l'époque, vraiment, le film a été distribué une première fois et ils étaient en mode mais c'est un peu violent. Dis donc, ça va pas inciter la jeunesse, parce qu'en plus c'est des personnages jeunes dedans qui du coup sont en mode oh on s'en fout, on est jeunes, tu vois. Ouais, surtout qu'à un moment ils vont dans un tunnel et puis il y a un vieux et t'as presque l'impression de voir justement ce truc là de Kubrick qui te dit oh les jeunes, les violents, tout ça. Ouais, il y a peut-être un peu de ça, hein. Mais concrètement, en Angleterre et puis un peu partout dans le monde, il me semble, j'ai un doute là-dessus, hein, mais au moins dans le Royaume-Uni, une fois que le film était sorti, je crois que c'est au bout d'une semaine, un truc dans le genre, ils ont bloqué le film en disant non, en fait c'est ultra violent, ça va pousser les jeunes à la violence, et le film n'a pas été distribué pendant plusieurs années derrière. Et aujourd'hui, on a sorti pire en termes de violence. Oui. Et on relativise un petit peu en se disant que il y a quand même un vrai propos derrière et que c'est avant tout une œuvre cinématographique. C'est surtout qu'Orange Mécanique, t'as tout ce délire aussi qui... Enfin, c'est bizarre justement que le film ait pas trouvé un public à cette époque-là ou qu'ils aient voulu censurer parce que c'est un gros propos sur le conformisme. Ouais, mais je pense que le film a trouvé son public à l'époque, c'est juste que dans son public, il y avait aussi un public qui ne l'aimait pas. Ouais. Et que on connaît la majorité pas contente, la minorité pas contente qui parle le plus fort que les autres. Non, c'est la minorité. Ah non, c'est la majorité silencieuse et la minorité bruyante. Ouais. C'est ça. Moi je pense que c'est quelque chose dans le genre qui s'est joué à l'époque. Puis c'était, comme tu le disais, avec les autres films qui sortaient à l'époque, qui commençaient à reprendre la violence, c'est carrément dans l'air du temps d'être cet entre-deux de est-ce qu'on peut montrer ça au cinéma ou est-ce qu'on peut pas. Et à l'époque, a priori, du coup, on pouvait pas montrer Orange Mécanique. Ouais, voilà. C'est marrant d'ailleurs, parce que Chien de paille, ça se passe en Angleterre, dans un petit village aussi. Ils ont pris cher, les Anglais. Comme quoi, ils avaient des choses à dire. Ouais. Mais bon. Mais ouais, voilà, Orange Mécanique, c'est un chef-d'œuvre
absolue. Bah C'est surtout un que des classique. fois il y a des moments où il esthétise la violence peut-être Ouais. dans ses décors ou dans ses musiques aussi. Des fois il met des Ouais. scènes par exemple, il y a du classique là-dessus. Mm. Mais je trouve pas que dans ses plans, par exemple, il va toujours. En général, t'as des plans très. C'est très mécanique chez Kubrick. Mm. Et je trouve pas que justement il esthétise tant que ça. Mais Il reste assez c'est distant, ce des qu'on fois. peut reprocher des fois peut-être au cinéma de Kubrick, c'est que sa cinématographie elle est un peu froide. Oui, bah Euh, c'est pour ça que beaucoup de gens disent de Villeneuve que c'est le nouveau Kubrick. Alors Ouais, que bon, il y a ça pas se de nouveau comprend. Kubrick en soi, c'est les deux ont un cinéma froid. Ça se comprend, ouais. Et puis, enfin, ouais, pour le coup, dans l'esthétique, je trouve que l'esthétique de Villeneuve se démarque quand même vachement bien de Oui. Kubrick. Mais après, c'est un autre débat. Mm. Mais voilà, il a quand même une mise en scène assez froide, une façon de filmer assez froide. Et donc, même quand c'est des violences comme ça et qu'il les esthétise super bien avec la musique, tout ça, ça reste quand même un peu à l'écart. C'est pas non plus vraiment, il va aller filmer l'action, il va aller regarder le personnage et en sourire, il le met en valeur, tout ça. Non, non, c'est quand même pas à ce point-là. Ce qui est quand même heureux. Mais ouais, c'est un film assez incroyable, vraiment très 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 beau. Ça, on le dira jamais assez. Je pense que c'est... Enfin, de toute façon, les films de Kubrick, j'avais vu ça, et puis Orange Mécanique en fait clairement partie. C'est des films que tu peux analyser, suranalyser, passer un temps fou dessus à te dire mais est-ce qu'il a vraiment pensé à tous les détails? Et il y a grande possibilité que oui. Après, justement, le film il l'a fait très vite. Ouais. Il l'avait tourné à l'épaule et je sais plus combien j'avais vu de jours de tournage. Je sais plus si c'était 30 jours, peut-être 25-30 jours, un truc comme ça. Mais c'est pour ça, hein, t'es dans un entre-deux où tu te dis mais est-ce qu'il a vraiment pensé à tous les détails ou est-ce qu'en fait on est juste fou de Kubrick? Et on sait pas, parce que bah, pour le coup c'est aussi un mec qui a la réputation... On n'a pas eu l'occasion de parler de Kubrick en vrai dans le podcast, donc c'est une occasion en or. Mais c'est un réalisateur qui a quand même une réputation de... comment on dit de marionnettiste. Ouais. De vraiment le réalisateur qui a le contrôle sur le tournage, sur ses acteurs, jusqu'à plus pouvoir. Le contrôle. Oh, bien vu. Bien vu, bien vu. Mais ouais, moi je pense à Shining avec l'anecdote de... J'ai zappé le nom de l'actrice malheureusement. Chez Duval. Merci. Qu'on pouvait plus. Où Oui. Kubrick l'a mis à bout. Parce pour certaines qu'il scènes. voulait qu'elle soit à bout pour son rôle, enfin pour son jeu d'acteur quoi. Ouais. Enfin, un jeu d'actrice. Ouais. Donc c'est quand même un gars qui est prêt à aller jusque là. Donc tu te dis, est-ce que derrière, pour lui-même, quand il travaille ses plans, il va aussi jusqu'au bout à chaque plan, c'est possible quoi. Bah, je sais que pour 2001 l'Odyssée de l'espace, je sais pas si tu sais ce qu'il faisait. Non. Il parlait pas aux acteurs du tout. Il prenait que des intermédiaires. Genre si tu voulais dire un truc à Ah Kubrick, ouais. c'était tu parles à machin. Et il voulait les laisser, laisser ses acteurs vraiment en mode dans un vide, tu vois. C'est intéressant, mais c'est très surprenant. Il y a vraiment pas mal de réalisateurs comme ça, mais c'est pas vraiment dans notre époque actuelle. Non, c'est plus les vieux réels. Bah après, est-ce qu'on accepterait Mais- genre Hitchcock il enfermait des acteurs dans des placards? Ah mais c'est ça qui est Est-ce qu'on dingue. accepterait ça aujourd'hui? C'est ça qui est dingue, c'est que vraiment il y a eu cette époque-là avec des réalisateurs qui étaient, j'ai envie de dire, complètement fada et qui se permettaient en fait de mettre les acteurs dans des situations super critiques pour pouvoir obtenir l'émotion à la caméra. Donc est-ce que ça a un réel intérêt ou pas? En vrai, je pense pas. Chez Duval disait que justement après avec du recul, genre Ouais. c'est ce qui l'avait le plus aidé dans sa carrière d'actrice. Purée. Donc, Ouais, mais c'est... sur le moment, elle disait qu'elle prenait ça mal, tu vois. Mm. Mais avec du recul, que ça l'a aidé, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est difficile, c'est que bon, derrière quand même, faut pas oublier qu'on regarde Faut des pas oublier la composante humaine. C'est ça, on Ouais. regarde des films, c'est des fictions, mais derrière c'est des vrais gens qui travaillent dessus, et si le cadre dans lequel ils travaillent est dur, vraiment très 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 dur, et les met mal psychologiquement ou même physiquement, est-ce que ça vaut le coup? C'est à l'image d'Orange Mécanique d'ailleurs aussi. Ouais, carrément, carrément. Mais ouais, puis peut-être un dernier truc pour Orange Mécanique de ma part. Du coup, à part l'esthétique qui est d'un futur assez étrange avec l'architecture, c'est aussi les costumes. Oui. Des personnages, du coup les chronies, je crois que c'est ça. Je dis peut-être de la merde. Il faudra vérifier. Mais le groupe d'Alex, Voilà. qui sont habillés d'un petit chapeau melon, un maquillage autour de l'œil pour Alex. Ouais. Euh, C'est une sorte de. C'est quoi? C'est un pyjama blanc? il me semble que c'est un costume de sport
Ouais. Il me semble, je sais plus si c'est du hockey ou du baseball, mais ils ont une sorte de coque par-dessus Oui. par-dessus les parties intimes, et c'est super étrange comme costume. Mm. Et c'est devenu iconique, alors que c'est quand même un costume ultra inattendu, mais c'est peut-être ça aussi qui marche. Mm. Donc voilà. Mais c'est possible, j'avais cru, enfin il me semble que j'ai lu un truc là-dessus, que ce costume-là il est aussi un peu lié à la jeunesse anglaise. C'est peut-être un costume d'un sport qu'ils font Ah, là-bas. ce serait pas étonnant, en vrai. Et que Bah, de toute façon, Kubrick, il a grandi, et puis- en Angleterre. Et puis en plus, ça se tient avec l'idée de ces costumes, de ces tenues, de ces outils du quotidien de certains métiers qui sont associés à de l'horreur. Mm. Je pense Massacre à la tronçonneuse, à Freddy Krueger avec le gant de jardinier. Ouais. Tout ça quoi. Bah, c'est le truc, c'est que justement, ce qui faisait chier aussi dans les gens, enfin les spectateurs ou les critiques dans cette époque-là, c'est que tu voyais l'ultra-violence qui arrivait un peu dans la sphère classique, normale, tu vois. Mm. C'était genre par exemple dans Chien de paille, la violence elle vient d'un village, genre c'est juste deux personnes qui s'installent et puis c'est tout un village qui va. Enfin, tout un village. Ouais. Une bande dans le village qui va vraiment aller très loin. Là Ouais. dans Orange Mécanique, la violence elle est visible, elle est même pas visible qu'avec Alex Delarge, tu vois, et sa bande. Ouais. Genre elle est Ouais, aussi ouais. visible dans la tôle. Et puis même dans le traitement. Bah dans le traitement. Le ouais. traitement est quand même. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, il présente plusieurs violences quand on peut y réfléchir comme ça. C'est t'as la violence vraiment des gamins en mode physique et puis défouloir. Et puis à côté, pour le traitement, c'est une violence scientifique. C'est une violence mathématique, quoi. C'est peut-être une violence Kubrick au final, Ouais. une violence qui est justifiée parce que derrière on atteint quelque chose. Mais ouais, ça, c'est intéressant aussi. Mm. C'est un film qui est violent. Il n'y a aucun personnage qui, je pense, est profondément bon. Même Non. quand il recroise après ses potes, Alex, ses potes, ils sont pas sympas, quoi. Ouais. Alors qu'ils étaient potes, mais... La jeunesse décadente de Londres. Et bah du coup on a dit à peu près ce qu'on avait à dire sur Orange Mécanique. Ouais, Il faut ouais. voir le film. Ouais, vraiment, c'est un film qui vaut le coup. Bah, c'est un classique. c'est un de toute classique, façon. ouais. Tu sais qu'il le montre des profs de philo des fois. J'ai mon prof de philo. Ah, mais aussi c'est pas qui- étonnant. Bah non. Vraiment. Bah c'est tout le délire Et conformiste. puis prof de cinéma aussi, c'est un film qui est Oh bah franchement... en cinéma tu... Ouais. Même si on l'a pas encore vu. Je crois pas qu'on a eu une scène de Orange Mécanique. hein. Non, mais enfin, moi je dis ça aussi parce que j'avais vu pour le coup, même avant la licence, je regardais Ouais. des vidéos sur les films, les classiques du cinéma, tout ça, et des analyses autour de ces films-là. Donc Orange Mécanique faisait clairement partie du lot. C'est un film, c'est un classique du cinéma. Est-ce qu'il y a un Kubrick qui est pas un classique de toute façon? Harry Lyndon, peut-être. Oh Moins non, que les c'est autres. un classique. Bah, c'est un classique aussi, mais. Les Sentiers de la Gloire. Ouais, à la limite, ouais. Mais Bon, son tout premier film, je zappé le nom. C'est marrant parce que ce tout premier film, il est disponible sur Wikipédia. Genre sur la page Wikipédia, tu peux voir le film parce qu'en fait, il est dans l'archive d'internet, le Internet Archive. Ouais. Il est disponible comme ça, librement. Et ouais, du coup, le tout premier film de Kubrick, on peut le regarder sur sa page Wikipédia. Ok, Ce que j'avais fait. Bon écoute, j'irai sur Wikipédia Streaming. Wikistream. Genre Wikipédia, c'était plus ce que c'était avant. Quoi. Et du coup, nous nous retrouverons la semaine prochaine Ouais. pour un thème présenté par Étienne Toutain qui sera... La Corée. Donc, Eda. autour de films coréens. Oh. Oh là là, il m'a eu. Et, Faut l'avoir, celle-là. et je suis très content pour la semaine prochaine parce que il y a un film qui sort et que j'ai très hâte d'en parler. Les Nuits de Mashhad Ah. de Ali Abazi. Ça va être sympa. Ouais. Donc pour les gens qui écoutent, allez voir Border de Ali Abazi avant d'aller voir Les Nuits de Mashhad. Mhm. Voilà. Voilà. Border, c'est incroyable. D'ailleurs, c'était conseillé par Hideo Kojima. Ah, oui, C'est conseillé. grâce à Hideo Kojima que j'ai regardé Border. Au début, j'avais compris déconseillé par Hideo Kojima. Je me suis dit, C'est tué par Hideo Kojima. Hideo Kojima le massacreur. Ouais. Massacre à la Hideo Kojima. Et ben du coup, on a fini. Ouais, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le thème Corée. Salut. Salut!